Avant l'apparition d'Homo habilis, le plus ancien membre de notre genre, au début du Pléistocène, le monde était à l'époque du Pliocène. Le Pliocène a duré de 5,3 à 2,5 millions d'années, et tandis que les forêts reculées d'Afrique abritant nos premiers ancêtres australopithèques, c'était un monde dominé par les grands carnivores et les mammifères ongulés. Pendant le Pléistocène, le monde avait commencé à devenir plus froid et plus sec, et des saisons bien définies s'étaient installées. Les niveaux de la mer dans le monde entier étaient environ 25 mètres, soit 82 pieds, plus élevés qu'aujourd'hui, et la température moyenne mondiale était de 2 à 3 degrés Celsius plus chaude. Alors que le monde se refroidissait encore davantage au début du Pléistocène, des glaciers et des calottes glaciaires commencèrent à se former autour du pôle Nord, préparant ainsi le terrain pour l'ère glaciaire qui surviendrait après l'évolution des humains. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde où les forêts déclinent et les prairies s'étendent, un environnement dans lequel de grands animaux, adaptés aux espaces ouverts, ont pu évoluer pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Rejoignez-nous alors que nous remontons le temps à travers toute l'époque du Pliocène, voyageant de continent en continent pour découvrir les habitants les plus emblématiques et les plus insolites de chacun d'eux. Alors installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous emmenons dans un voyage à travers une terre d'avant l'humanité. Pendant le Pliocène, l'Europe était une terre de forêts boréales en recul. Les forêts ouvertes ont laissé place à des plaines et des prairies à mesure que la température se refroidissait. Les anciennes conditions subtropicales disparaissaient. Les Alpes allaient se plisser et grandir tout au long du Pliocène, permettant aux animaux adaptés aux milieux ouverts et d'altitude de prospérer. Les vastes prairies ouvertes d'Europe rappelaient en celles que nous voyons aujourd'hui en Afrique subsaharienne, avec d'immenses proboscidiens, anciens parents des éléphants modernes, qui façonnaient les environnements dans lesquels ils vivaient. Un exemple impressionnant était l'Anancus, un type de proboscidien connu sous le nom de gomphothère. Mesurant environ 2,5 mètres, soit plus de 8 pieds de haut à l'épaule, cette créature était comparable en taille et en poids aux éléphants de savane africains actuels. La caractéristique la plus frappante de ces animaux était bien sûr leur défense, qui s'étendait droit devant leur tête et était plus longue que celle des éléphants modernes. Anancus errait dans les prairies, se nourrissant de fruits, d'écorces et de brindilles, utilisant sa trompe mobile pour porter la nourriture à sa bouche. Il coexistait dans les prairies de l'Europe du Pliocène avec une variété d'autres proboscidiens, y compris le mammouth méridional, une espèce qui dépassait la taille des éléphants modernes, atteignant jusqu'à 4 mètres des Kumspudortanton ou plus de 13 pieds de brodeux. Fortroulet Tronstelaes, haut à l'épaule. Les mammouths méridionaux du Pléistocène, vivant dans un climat plus chaud, n'avaient pas besoin d'une épaisse toison et étaient en grande partie dépourvus de poils. Cependant, c'était l'une des nombreuses grandes espèces européennes qui allaient en survivre à la fin du Pliocène et vivre jusqu'au premier stade du Pléistocène. À travers ces mêmes prairies, d'anciens parents des rhinocéros, des hippopotames et des girafes prospéraient également. Des groupes d'espèces de cochons archaïques semblables à des phacochères, des singes et des cerfs richement ornés appelés Euclidocéros vivèrent parmi eux. Également connu sous le nom de cerf à bois de brousse, ce genre était célèbre pour ses gigantesques bois ramifiés qui ressemblaient en tête aux branches des arbres. Il aurait vécu dans les forêts ouvertes de l'Europe du Pliocène, broutant les arbres et les arbustes. Il aurait cependant dû être prudent, car plusieurs espèces de félins à dents de sabre vivaient également en Europe à cette époque. Des félins comme Meganpteridon, avec leurs longues canines en forme de couteau, rôderont dans les prairies, tendant des embuscades aux animaux à sabots de taille moyenne à grande. Les océans et les littoraux de l'Europe du Pliocène étaient tout aussi débordants de vie. Dans la mer du Nord, au large de ce qui deviendrait un jour le nord de l'Angleterre, Plotalia rostrum vivait en groupe dynamique, dansant à travers l'eau tout en attrapant poissons et coquillages.
Cet animal, également connu sous le nom de dauphin à museau émoussé, était un parent précoce des orques modernes, bien qu'il ressemblât beaucoup plus à un globicéphale. La caractéristique la plus marquante de Plotalia rostrum était la grande structure en ballon sur sa tête. Comme chez les dauphins actuels, il s'agissait sans doute d'une structure graisseuse servant à focaliser et diriger le son, aidant l'animal à localiser ses proies par écholocation. Les baleines à fanon auraient également vécu dans ces eaux. Balenula, un petit filtreur qui vivait dans les eaux au large de ce qui deviendrait un jour la Belgique et l'Italie, était courant. Contrairement aux géants qui dérivent encore dans nos mers aujourd'hui, Balenula était relativement petit, mesurant entre 6 et 8 mètres, soit 20 à 26 pieds de long. Et en parlant de petits animaux, les côtes de l'Europe étaient peuplées par des colonies de prépucas. Ces phoques édentés et de gondes les plus petits du registre fossile et étaient assez courants dans les dépôts côtiers d'Europe pendant le Pliocène. Des fossiles ont été découverts aux Pays-Bas et en Hongrie, où ils prospérèrent dans la Parathétis, vestige de l'ancienne mer de Thétis qui recouvrait une grande partie de l'Europe continentale et de l'Asie occidentale. Trouvant la sécurité dans le nombre, ces petites piscivores auraient nagé gracieusement entre les rivages rocheux et les herbiadas marins, attrapant des poissons pour se nourrir. L'Europe du Pliocène n'était pas non plus dépourvue de bizarreries. Dans ce qui deviendrait un jour la France et l'Espagne, les pléoïraques vivaient en petits troupeaux. Aujourd'hui, les damans modernes ne sont pas plus grands qu'un lapin, mais le pléoïraque pouvait atteindre plus d'1,40 m, soit environ 1,40 m du museau à la queue. Il déambulait dans les prairies, se nourrissant de feuilles, de fruits, de tiges et de tubercules. Malgré l'absence totale de ressemblance, les plus proches parents de ces animaux étaient les éléphants et les lamantins. Ailleurs, dans ce qui deviendrait un jour l'île Baléare de Minorque, les hautes terres et les prairies abritaient Neuralagus, la plus grande espèce de lapin connue dans les archives fossiles. 10 fois plus lourd qu'un lapin européen actuel, Neuralagus a pu atteindre une telle taille grâce au gigantisme insulaire, un phénomène où les animaux isolés du continent évoluent de manière inhabituelle en raison de l'absence de prédateurs ou de concurrence. Alors que de nombreux animaux du continent européen ont également trouvé leur chemin vers les prairies et les forêts d'Asie, ce vaste continent abritait de nombreux animaux uniques durant le Pliocène. Le sous-continent indien était une région particulièrement riche en espèces à cette époque, avec un mélange de prairies ouvertes, de zones boisées et de forêts tropicales abritant une immense variété de formes de vie. L'un des animaux les plus emblématiques de l'Inde du Pliocène était, sans aucun doute, Cevaterium, l'un des plus grands giraffidés connus dans les archives fossiles. Il ressemblait à un okapi de grande taille et très robuste, mesurant 3 mètres ou un peu moins de 10 pieds de haut. Contrairement aux girafes modernes, Cevaterium était capable de brouter avec des dents plus hautes qui ne s'usèrent pas aussi rapidement que celles de ses parents actuels, mais il était aussi un excellent brouteur de feuilles. Grâce à son long cou, il aurait pu atteindre des feuilles que d'autres espèces humaines ne pouvaient pas atteindre. C'est cette capacité d'adaptation qui lui a permis de survivre jusqu'à l'époque du Pléistocène, où il a en fait été la proie d'Homo erectus. L'Inde du Pliocène abritait également à cette époque des carnivores étranges, notamment de gigantesques vivéridés. Aujourd'hui, les vivéridés sont de petits carnivores arboricoles qui comprennent les genettes, les civettes et leurs proches parents. Mais au Pliocène, certains vivéridés étaient de très grande taille. Michnuictus en était un excellent exemple, pouvant atteindre la taille d'un loup moderne. Il était sans doute omnivore et occupait une niche écologique proche de celle des ours, pouvant chasser si besoin. En allant vers le nord-ouest, vers l'actuelle frontière entre l'Inde et le Pakistan, un voyageur temporel du Pliocène aurait admiré les immenses carapaces notamment de Megaloculus, les plus grandes tortues feutin fossiles connues.
Les plus grands individus de ce genre avaient des carapaces d'un pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres, soit environ 6,5 pieds de long, avec des estimations de poids atteignant jusqu'à 4000 kg, soit un peu moins de 9000 livres. Il est cependant plus probable qu'en moyenne, ces reptiles pouvaient atteindre un poids d'environ 1000 kg, soit un peu plus de 2000 livres, selon des études sur le déplacement volumétrique du squelette. La partie inférieure de la carapace de ces tortues, sous le cou, était fourchue et extrêmement robuste, ce qui a amené les scientifiques à penser qu'elles pouvaient les utiliser comme des massues ou des pointes pour se battre pour le territoire ou le droit de s'accoupler. C'est une autre espèce qui a survécu jusqu'à la fin du Pliocène et bien dans le Pléistocène, lorsque l'on pense que Homo erectus les a complètement exterminés compte en quittant l'Afrique. Certains sites asiatiques du Pliocène accueillaient des calicotères ayant survécu tardivement, sans doute parmi les ongulés fossiles les plus étranges. Nestor Etherium est un de ces animaux qui aurait ressemblé à un mélange étrange de cheval et de paresseux terrestre, étant apparenté au premier. Il vivait en Chine, au Myanmar et en Indonésie pendant toute la durée du Pléistocène, probablement dans des forêts claires où il avait un accès fiable à de la végétation fraîche. Bien que cet ongulé marchait à 4 pattes, il aurait utilisé ses membres antérieurs pour manipuler sa nourriture, qui aurait inclus des feuilles et des fruits. Ceci est unique chez les mammifères ongulés et les calicotères auraient été un spectacle particulièrement inhabituel alors qu'ils déambulaient dans les forêts de l'Asie ancienne. Le changement le plus notable dans la faune d'Afrique pendant le Pliocène fut l'apparition des hominines bipèdes, nos plus anciens ancêtres qui marchaient debout et qui ont conquis les forêts claires et les plaines, grâce à leur grande intelligence et à l'utilisation d'outils rudimentaires. Les premiers de ces singes marchant debout étaient les australopithèques, dont plusieurs espèces étaient présentes en Afrique pendant le Pliocène. Le plus remarquable et le plus répandu était Australopithèque, l'un des premiers singes du registre fossile à marcher debout, quittant la sécurité des arbres pendant de longues périodes pour s'aventurer à la lisière des forêts claires et des savanes dans la vallée du Rift en Afrique. Toujours recouverts d'une fine couche de poils, ces animaux présentaient à la fois des caractéristiques humaines et celles des grands singes non humains. Ils n'étaient pas aussi grands que les humains modernes, ni capables de fabriquer des outils en pierre sophistiqués, mais ils étaient en bonne voie pour donner naissance à la première véritable espèce humaine. Bien sûr, sur ces plaines, ils n'étaient pas encore des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et devaient donc se méfier d'une multitude de carnivores affamés. Une menace importante et persistante pour Australopithecus aurait été la série de félins à dents de sabre, des chasseurs embusqués qui rôdaient dans les hautes herbes et les forêts d'Afrique du Pliocène. Dinophilus était l'un des plus communs et des plus redoutables, à peu près de la taille d'un léopard ou d'un jaguar, et il était en fait déjà largement répandu à travers le monde lorsque Australopithecus descendait pour la première fois des arbres. Pour un félin à dents de sabre, ses crocs étaient relativement courts, mais plus robustes que ceux des autres espèces. Des preuves fossiles montrent des trous de perforation sur les crânes de Paranthropus, un homininé robuste correspondant au motif et à la forme des dents de Dinophilus. On pense toutefois que c'était un événement rare, les félins préférant sans doute chasser des mammifères soufflants en terrain découvert. Les léopards et le méganthyridon, aussi présents en Eurasie, figuraient en dansant parmi les principaux chasseurs des premiers australopithèques au Pliocène. Les prédateurs durant les premières phases du Pliocène africain étaient un peu plus inhabituels que de simples félins à dents de sabre. Les antilopes qui cherchaient à boire rapidement au bord de l'eau, dans ce qui deviendrait un jour le Kenya, devaient se méfier, croyez-le ou non, des loutres. Cependant, il ne s'agissait pas des mignons piscivores que nous connaissons aujourd'hui, mais de prédateurs suprêmes en forme de lions qui surgissaient du bord de l'eau pour attraper leur proie. Le genre en question, Enidrodon, est le plus proche parent de la loutre de mer actuelle, ce que les scientifiques ont déterminé en étudiant sa dentition.
bien que les dents des nidrodons étaient bien plus grandes et robustes. Les espèces africaines des nidriodons sont les plus grands mustélidés fossiles connus. Leur régime alimentaire exact reste incertain, mais elles étaient probablement peu exigeantes. Les palourdes, les poissons-chats, les reptiles, les oiseaux et les mammifères terrestres à sabots étaient tous des points potentiels pour les plus grandes espèces des nidriodons. Un autre animal particulièrement intimidant du Pliocène d'Afrique était Dinopithèque, un énorme parent des babouins modernes. Un qui était 3 à 4 fois plus grand que les mandrills actuels, la plus grande espèce de babouin. Alors que la plupart des babouins modernes se nourrissent principalement de feuilles, d'herbes et de tiges, Dinopithèque semblait apprécier les fruits. Comme la plupart des espèces de babouins modernes, il était probablement assez agressif, et compte tenu de sa taille, il aurait facilement pu se défendre contre les prédateurs. Il passait probablement la majeure partie de son temps au sol et grimpait moins souvent aux arbres que les plus petits primates de l'Afrique du Pliocène. Parmi les autres grands primates de la région figurait Kenyanthropus, une espèce d'homininée précoce, et Théropithèque, un autre grand parent des babouins. Parmi les arbres, des singes comme Céropithècoïdes, un parent des colobes modernes, cherchaient beaucoup des fruits et des noix, capables d'éviter habilement le danger au sol en sautant de branche en branche. L'Australie, avant le début du Pléistocène, époque où sont apparus les marsupiaux mégaphoniques emblématiques et les reptiles géants, était une terre peuplée de créatures relativement petites. Ces roches ne sont pas les plus prolifiques en ce qui concerne les fossiles de l'époque du Pliocène, mais plusieurs genres sont connus comme précurseurs des grands kangourous qui occupaient la région à l'arrivée des premiers humains. L'un des animaux les plus connus de l'Australie du Pliocène est Ambulator, une espèce de diprotodonte qui vivait dans la formation de Tirari, en Australie méridionale. Bien que plus petit que Diprotodon qui évoluerait pendant le Pléistocène, Ambulator restait tout de même imposant, un quadrupède massif qui prospérait dans les forêts ouvertes et les plaines sous des conditions sèches. De son vivant, il aurait ressemblé à un croisement entre un hippopotame et un ours, mais n'était apparenté à aucun des deux. Ses plus proches parents vivants sont les wombats qui vivent aujourd'hui en Australie. Le résident le plus étrange de l'Océanie du Pliocène se trouvait sans doute dans les arbres. Aujourd'hui, les kangourous arboricoles sont un groupe de marsupiaux peu connus mais fascinants, qui passent presque toute leur vie parmi les branches des arbres, où ils se nourrissent de fruits et de feuilles. Ils ressemblent à des kangourous, mais se déplacent plutôt comme des paresseux, avançant lentement le long des branches, pas à pas, pour trouver leur repas. Ce ne sont pas de grands animaux, le plus grand n'étant pas plus gros qu'un wallaby, mais au Pliocène, ce n'était pas tout à fait le cas. Borapolei était la plus grande espèce de kangourou arboricole connue dans les archives fossiles, à peu près de la taille d'un humain adulte et pesant entre 35 et 45 kg, soit entre 77 et 104 livres. Il vivait dans les régions d'Australie qui sont aujourd'hui recouvertes de broussailles et de brousses, mais à l'époque de Bora, elles étaient couvertes d'un feuillage dense. À cause de son poids, il devait choisir soigneusement les arbres à grimper et la nourriture à chercher. Ses os montrent les mêmes adaptations à l'escalade que les dendrolagues modernes. Il était donc sûrement arboricole. Il s'agissait d'une autre espèce qui a persisté jusqu'au Pléistocène, vivant en Australie jusqu'à environ 22 000 ans auparavant. Dans les forêts et les broussailles, des animaux beaucoup plus familiers avaient évolué. Des parents du Pléistocène, des kangourous modernes, des bandicoots et même des échidnés pouvaient être trouvés à travers le pays, formant un écosystème complexe d'animaux qui commençait à devenir beaucoup plus grands que leurs ancêtres. Au moment où le Pléistocène est arrivé, certains de ces animaux étaient vraiment colossaux, capables d'atteindre des tailles supérieures à celles des humains modernes. Pour l'instant, cependant, dans leur monde sans humains, ils pouvaient chercher de la nourriture avec relativement peu de prédateurs et commencer à s'adapter à toutes sortes de formes et de tailles.
Pendant le Pliocène, l'Amérique du Nord était une terre de chaînes de montagnes nouvellement formées, de vastes plaines ouvertes et de riches brèches-forêts. Avant le Pliocène, l'Amérique du Nord n'était pas reliée à l'Amérique du Sud, mais il y a environ 3 millions d'années, les deux continents se sont rapprochés, devenant reliés par l'isthme de Panama, cette fine bande de terre sinueuse qui abrite aujourd'hui les pays du Panama, du Honduras et du Nicaragua. Cela a conduit à un événement connu sous le nom de Grand Échange interaméricain qui a permis aux animaux du nord et du sud de migrer grâce à ce nouveau pont terrestre. Les animaux sud-américains ont colonisé l'Amérique du Nord pour la première fois et inversement. Parmi les animaux les plus impressionnants à voyager du sud vers le nord figuraient les oiseaux terreurs, un groupe d'oiseaux prédateurs géants qui étaient ce que le monde a connu de plus proche d'un retour des grands dinosaures prédateurs depuis leur extinction il y a 66 millions d'années. L'espèce nord-américaine la plus connue était Titanis, un oiseau qui mesurait jusqu'à 2 mètres, soit environ 6,5 pieds de haut. Son crâne est l'un des plus grands et des plus impressionnants jamais connus chez un oiseau dans les archives fossiles, avec un gigantesque bec crochu utilisé pour déchirer la chair. En Amérique du Sud, il prospérait extrêmement bien avant la connexion entre les deux Amériques. Mais à mesure que des groupes de félins à dents de sabre commencèrent à descendre vers le sud, ils allaient inévitablement perdre leur statut de prédateurs dominants au moment où les humains arrivèrent dans le Nouveau Monde. Les principales proies des oiseaux terreurs, ainsi que des félins à dents de sabre, étaient probablement des mammifères ongulés, et il y en avait beaucoup dans les plaines d'Amérique du Nord. Les chevaux étaient abondants ici, et plusieurs genres sont connus du Pliocène. Beaucoup de ces genres, comme Cormoiporion, étaient les petits, ne mesurant pas plus de 90 cm ou à peine 1 mètre. C'étaient des animaux rapides et légers, parfaitement adaptés pour s'écarter du danger lorsque cela était nécessaire. Beaucoup plus commun et répandu était Dinohippus, un animal légèrement plus grand qui était adapté pour rester debout et courir pendant de longues périodes. Certaines espèces de Dinohippus n'avaient qu'un seul et qu'un seul doigt à chaque pied, tandis que d'autres en avaient en 3, ce qui en fait l'un des derniers genres de chevaux avant que ces animaux n'évoluent pas progressivement vers un seul sabot par pied. Leur aire de répartition atteignait les forêts tropicales du Mexique au Pliocène, où ils se nourrissaient de plantes forestières et évitaient dans les griffes et crocs des grands félins. Dans les plaines, les proboscidiens étaient accourants. Toutes sortes d'herbivores ressemblant à des éléphants vivaient en Amérique du Nord, au Pliocène, des gonphotères aux mastodontes. Cuvieronneux était l'un des plus répandus et des plus connus. Un gonphotère qui pouvait atteindre jusqu'à 2,50 m, soit 7 pieds et demi, au garros. Aussi massif qu'un éléphant d'Asie, ce brouteur utilisait ses larges défenses en forme de pelle et sa longue trompe flexible pour ramasser de la nourriture dans les prairies et en lisière des forêts. Les fossiles de ce proboscidien, parmi les premiers étudiés en Amérique, révèlent que bien qu'il ait survécu jusqu'au Pléistocène, il fut chassé jusqu'à l'extinction par les premiers humains ayant traversé le pont de Bering, munis de lances et du feu. Cependant, tous les animaux de ces prairies n'étaient pas grands, et le Pliocène d'Amérique du Nord abritait le bizarre Keratogolus, un genre de rongeur fouisseur doté de 2 cornes coniques situées entre son nez et ses yeux. Ces cornes ont peut-être joué un rôle dans la défense de ces petites créatures contre les attaques, tandis que leurs puissantes griffes effectuaient la majeure partie du travail de creusement. Avec une mauvaise vue, ils étaient adaptés à une vie souterraine, se nourrissant d'invertébrés et de tubercules dans le sol des prairies. On peut dire que l'animal le plus célèbre de tout le Pliocène, Otodus mégalodon, était connu sur la côte de l'Amérique du Nord. Bien qu'il ait vécu partout dans le monde, les restes de ses dents sont particulièrement fréquents sur les côtes des États-Unis et de l'Amérique centrale.
Ce requin gigantesque, capable d'atteindre entre 15 et 18 mètres, soit entre 50 et 60 pieds de long, était l'un des prédateurs de sommet les plus impressionnants ayant jamais vécu sur la planète Terre. Il vivait dans les eaux côtières où il s'attaquait à des animaux aussi grands que les baleines à fanon, les percutant avec d'énormes dents dentelées. Les jeunes mégalodons étaient élevés dans des nurseries situées dans des régions abritées, au milieu de forêts de kelp peu profondes qui auraient été abondantes le long de la côte pacifique de l'Amérique du Nord. En grandissant, les requins nageaient vers des eaux plus ouvertes près de la côte, où les sources de nourriture étaient plus fiables. L'Amérique du Sud est en quelque sorte un rêve pour les paléontologues en ce qui concerne les fossiles de l'ère du Pliocène, et les roches du continent datant de cette période contiennent certains des animaux les plus remarquables, emblématiques et étranges du Cénozoïque. Les côtes de ce qui deviendrait un jour le pays du Pérou étaient particulièrement riches en biodiversité. Les fossiles de la formation de Pisco, au Pérou, ont permis aux scientifiques d'observer un environnement côtier riche où des oiseaux marins pêchaient le long des falaises et où d'étranges baleines cherchaient leur nourriture et chassaient dans les eaux peu profondes. C'était une terre où des oiseaux comme Ramphastosula, un animal ressemblant à un toucan et apparenté aux fous et aux fous de bassans modernes, plongeaient manger dans les eaux à la poursuite de poissons traqués par Léviathan, un gigantesque cachalot macro-prédateur capable de rivaliser avec le mégalodon en force et en taille. Les rivages étaient occupés par des colonies de paresseux semi-aquatiques, appelés Thalassocnus, qui plongeaient dans les vagues côtières et en ressortaient à la recherche de végétation. Lorsqu'ils plongeaient, ils auraient rencontré l'étrange Odobenocetops, une baleine à défense qui avait évolué de manière convergente pour ressembler à un morse. C'était un écosystème particulièrement unique, sans équivalent ailleurs sur Terre à cette époque. En avançant vers l'intérieur, les oiseaux terreurs dominaient la plupart des prairies ouvertes du continent. Parmi les plus grands du Pliocène figurait Devincentia, un oiseau carnivore argentin de 2,5 mètres solide et capable de grandes pointes de vitesse. Son corps étroit, ses longues pattes, son cou flexible et son bec crochu constituaient des atouts redoutables pour l'aider à chasser dans cet environnement ouvert et sec où il régna jusqu'au début du Pléistocène. Avant l'arrivée des félins à dents de sabre en Amérique du Sud, un autre groupe de prédateurs inhabituels dominait leurs écosystèmes, les marsupiaux. Des sabres comme Thylacosmilus, un marsupial sparasodonte d'Argentine, ont montré au début du Pliocène que les dents en forme de sabre étaient une arme efficace. Ces sabres, immenses crocs recourbés comme des défenses, descendaient de sa mâchoire supérieure. Malgré son apparence redoutable, il mesurait à peine 1,5 mètre de long, soit un peu moins de 5 pieds. Tout comme un chat à dents de sabre, il aurait maintenu sa proie au sol grâce à ses puissants muscles des membres et du cou avant d'asséner une morsure précise à la trachée, tuant rapidement sa cible pour minimiser la lutte. Les herbivores de l'Amérique du Sud du Pliocène étaient tout aussi atypiques que les carnivores. Josepho Artigacia était parmi les plus inhabituels, un rongeur gigantesque qui mesurait dans les cas extrêmes plus de 2,5 mètres, soit plus de 8,5 pieds de long. Cela fait de cet animal le plus grand rongeur de tous les temps, ce qui est assez surprenant quand on considère que ses plus proches parents vivants sont les modestes Pacorana, de petits rongeurs forestiers qui vivent aujourd'hui en Amérique du Sud. Ils partagent leur environnement avec les notoongulés, un groupe d'étranges animaux à sabots que l'on ne trouve qu'en Amérique du Sud, comprenant les toxodontidés ressemblant à des rhinocéros ainsi que les paresseux terrestres et les glyptodontes. Beaucoup de ces animaux deviendront bien plus familiers avec les espèces ultérieures du Pléistocène, lorsqu'ils se répandront en Amérique du Nord. L'un des animaux les plus inhabituels du Pléistocène d'Amérique du Sud, connu d'Argentine, du Venezuela et de Colombie au premier stade de l'époque, était Chapelle melania. À première vue, on pourrait penser que cette créature était une sorte d'ours,
et c'est exactement ainsi qu'elle a été identifiée au départ lorsqu'elle a été nommée par Florentino Ameghino en 1908. Des études ultérieures, cependant, révèlent que cet animal était en fait un gigantesque prosionidé, un parent des ratons laveurs actuels. Comparable en taille à l'ours noir d'Amérique, Chapelle Melania pouvait atteindre un poids compris entre 175 et 181 kg, soit entre 276 et 399 livres. C'est l'un des animaux qui ont migré d'Amérique du Nord vers l'Amérique du Sud lorsque les deux continents se sont connectés, et il a pu devenir aussi grand grâce à sa capacité à exploiter de nombreuses sources de nourriture dans son nouveau milieu. Étant omnivore, tout comme un ours, cela signifiait que Chapelle Melania n'avait pas besoin d'entrer en concurrence directe avec les oiseaux terreurs ou les marsupiaux prédateurs, et il pouvait probablement se défendre contre l'un ou l'autre en cas d'attaque. Des marques de morsures attribuées à Chapelle Melania ont été retrouvées sur les carcasses de glyptodontes, de grands-parents blindés des tatous modernes, mais cela constitue probablement une preuve de charognage plutôt que de prédation. Difficile d'imaginer un monde sans humains alors que nous dominons aujourd'hui. Mais les fossiles du Pliocène nous permettront d'entrevoir cette réalité. Sans humains pour surchasser ou concurrencer les animaux de ce monde qui se refroidit, les grands prédateurs pourraient en devenir encore plus grands, tandis que d'étranges nouveaux groupes de mammifères commenceraient à prospérer dans les forêts et sur les plaines. La vie dans les mers commençait à prendre la forme que nous connaissons aujourd'hui, tandis que nos tout premiers ancêtres australopithèques descendaient pour la première fois des arbres dans la vallée du Rift africain. C'était une époque de changement, et le monde était prêt à devenir encore plus chaotique lorsque l'ère glaciaire arriverait et favoriserait l'évolution de la mégafaune. En seulement quelques millions d'années après le Pliocène, les humains se seraient répandus à travers le monde, révolutionnant les écosystèmes partout où ils allaient. C'était une période étrange mais intéressante dans l'histoire géologique récente de la Terre.